Bonjour Marianne Chaillan, vous êtes écrivain et professeur de philosophie au lycée Saint-Joseph de Marseille et un brin à l'université Aix-Marseille aussi. Saint-Joseph de la Madeleine. Oui, Saint-Joseph de la Madeleine de Marseille. Il y en a plusieurs à Marseille. Ça, oui, donc précisons. Et bienvenue à Martine Serral, responsable du service chirurgie ambulatoire de la clinique Axiom à Aix-en-Provence. Bienvenue à toutes les deux. Marianne, on va commencer avec vous et avec ce magnifique ouvrage que je recommande, qui est un petit bonheur à déguster sans modération. Le titre, très clair, ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux, et c'est aux éditions Parallèles. Moi, ma première question, c'est quoi la pop philosophie? Parce que c'est comme ça que vous expliquez ce qu'il y a dans ce livre, et après on va vous expliquer. Alors, la pop philosophie, pour moi, ça répond à une double ambition. D'une part, montrer que la philosophie n'est pas une discipline austère, abstraite, réservée à des vieillards en toge qui s'amuseraient entre eux sur des concepts qui n'intéressent personne. Donc, rendre la philosophie claire, accessible. Et d'autre part, promouvoir la culture populaire, dont on dit souvent que c'est une moindre culture, qu'elle est inconsistante, et montrer que cette culture populaire, en fait, elle recèle une certaine sagesse. Que nenni, c'est ce qu'on découvre dans votre livre. Donc, on a dit la philosophie n'est pas réservée donc à une élite. Et alors, moi, quelque chose auquel je n'avais jamais pensé, que les films de Walt Disney recelaient, c'est comme ça qu'on dit, vraiment des vrais messages que vous allez un petit peu nous décrypter. Et on va commencer avec une petite musique qui va parler à tout le monde. Écoutez ça. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Alors, quand on parle de Balou, c'est vraiment le meilleur représentant pour Épicure. Étonnamment. Étonnamment. Et pourquoi? Et vous voyez, vous connaissez cette chanson. Bien sûr. Grâce à Disney, vous connaissez au fond la philosophie d'Épicure, que vous n'avez peut-être pas lue, mais que grâce à Disney, vous connaissez, parce que qu'est-ce que fait Balou quand il donne cette petite leçon à Mowgli, en fait? Il lui apprend qu'il y a deux types de désirs, au fond, dans la vie, c'est ce que fait Épicure. Épicure veut nous rendre heureux. Et pour lui, l'obstacle premier au bonheur, enfin un des obstacles, c'est que nous désirons mal et surtout que nous désirons des choses qui sont insatiables. Par exemple, si on désire la richesse ou la gloire, on n'en aura jamais assez. Genre Aladdin, par exemple. On en parlera peut-être tout à l'heure. Du coup, Épicure nous dit, attention, réformez vos désirs et apprenez à faire porter vos désirs sur des désirs naturels. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous procure la nature. Ça, c'est un désir satiable. Si on désire un désir satiable, qui peut être assouvi, donc, on est sûr d'être heureux. On voit, contrairement à l'image répandue sur les épicuriens qui vivraient dans l'abondance et tout, c'est pas du tout ça. C'est vraiment le plaisir, oui, mais attention à l'excès et apprendre à désirer ce qui peut être assouvi. Mais oui, mais on en apprend tout ça, c'est dans ce petit livre. Et Blanche-Neige, son cheminement, c'était quoi? Comme quoi, une femme mal habillée qui fait du ménage peut attendre 7 bonhommes le soir à la maison? Quelle image. Eh bien, décryptons Blanche-Neige, alors si notre invité le souhaite. Souvent, on me parle de Blanche-Neige ou d'Aurore, ces princesses, ces premières princesses Disney, et on me dit, c'est quand même pas très féministe, ces princesses-là. Et à chaque fois, je renvoie, cette fois-ci, non pas vers mon livre, mais vers un livre d'un psychanalyste qui s'appelle Bettelheim, et qui analyse les contes de fées, dont Blanche-Neige, dont La Belle au bois dormant, et qui montre qu'en fait, il y a plusieurs degrés de lecture du conte, et que, les voir comme ça, c'est un peu réducteur et caricatural, mais je vous renvoie à la lecture de ce tombe. On va s'y pencher. Bien évidemment. On va écouter une autre musique qui est ma préférée en termes de culture musicale. Je ne mentirai plus jamais. C'est la menteuse. Moi, je ne sais pas mentir, moi. J'y arrive pas. J'ai le nez qui s'allonge. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter sur notre Reine des Neiges qui est délivrée Alors, pour continuer sur Blanche-Neige, vous voyez que les héroïnes Disney ont beaucoup changé. Oui, et là, Elsa, la Reine des Neiges, c'est une femme libérée, délivrée. Mais ce qui m'a intéressée, c'est le rôle qu'elle joue auprès de sa sœur, parce que vous aurez remarqué que la grande histoire d'amour de la Reine des Neiges, c'est pas entre un prince et une princesse, c'est entre deux sœurs. Et la jeune sœur tombe amoureuse en 5 minutes d'un type qu'elle connaît pas du tout. Et pourtant, elle va demander à sa sœur aînée, qui est reine, la bénédiction pour qu'elle l'épouse. Et la sœur dit absolument pas. Et là, la jeune Anna est choquée. Sa sœur la prive d'être heureuse. Pas du tout, répond Lucrèce cette fois-ci. Elsa réagit sagement et elle la met en garde contre cette maladie du désir. C'est pas du tout le mot qu'on associe à désir. Nous, désir, c'est plutôt quelque chose de positif. Quand j'annonce à mes élèves qu'on va faire cours sur le désir, ils sont heureux. Si Lucrèce était dans la salle, le mot désir, il l'entend un peu comme Ebola, quoi. C'est vraiment une maladie tragique.
Pourquoi? Parce que quand on tombe amoureux, si vous réfléchissez à la formule, tomber amoureux, c'est une chute. Et tomber amoureux dans les dessins animés comme Candy, Anthony. Mais oui, c'est ça. C'est pas du Walt Disney, ça. Oui, mais quand même, les dessins animés permettent aussi le mythe du prince charmant. Mais alors justement, pourtant, ce sont des dessins animés, ce ne sont pas des êtres humains. Et là, ça le déconstruit, ce mythe, justement, pour dire attention, quand on subit un coup de foudre, littéralement, encore une fois, un coup de foudre, on n'est pas trop en forme après un coup de foudre. Hein. Et attention, le désir nous fait halluciner l'objet du désir. On est dans l'imaginaire pur. Et attention à la décristallisation, ce moment où enfin on y voit clair à nouveau. Tout le monde dit oui, je pense que chez vous aussi, vous êtes en train de dire mais oui, mais c'est bien sûr, il faut que j'achète le livre. Et au début, c'est un prince et après, on se retrouve avec un goujat. C'est ça. C'est ce qui arrive, et c'est ce qui arrive à la jeune Anna, et heureusement, sa sœur aînée l'a protégée. Alors, moi, il y a une question. Comment réagissent vos élèves? Parce que vous utilisez quand même Game of Thrones à un moment donné, là, les contes de fées. Harry Potter aussi. Harry Potter, oui, ça. Et les chansons de variété. Oui, plutôt bien. Oui, il faut dire qu'on les comprend quand il est 16h, qu'ils ont déjà eu 6 ou 7 heures de cours, quand on leur parle d'Emmanuel Kant, ils n'ont pas forcément envie, a priori. Et puis quand tout d'un coup, on leur dit, mais vous voyez, en fait, cette scène dans Game of Thrones, et alors là, tout de suite, ils sont contents. Vous voyez, en fait, c'est un concept d'Emmanuel Kant. Une grande série, hein, Game of Thrones, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est quand même très gore, ça décapite. Ça couche et ça décapite à tout va quand même. Hein, c'est un petit peu ça, Game of Thrones. Ils n'ont pas besoin d'aller se défouler. Oui, non, c'est ça. Mais voilà, oui, effectivement, c'est un tremplin pédagogique. Il ne s'agit pas de se substituer à la philosophie, hein, mais il s'agit, grâce à ça, de faire comprendre des concepts qui pourraient paraître obscurs. Et puis, ça donne le goût, en fait, tout simplement, de la philosophie. Mais c'est ça. Alors, je pense que dans la petite voiture avec Martine, vous devriez peut-être lire. Je pense qu'il y a peut-être une connexion à faire entre vous deux. Je suis très contente qu'on vous ait invité ensemble. Merci, Marianne.